Est-ce que vous avez le sentiment que le congrès a été une réussite? Si oui, pourquoi? Merci beaucoup, M. Ali Diarasouba. Nous avons le sentiment que le congrès a été une très très grande réussite pour l'unique et simple raison, c'est que déjà c'était un défi important. Nous avons eu environ 1 mois et demi pour organiser le 2e congrès du RHTP. Il est bien de rappeler que le premier congrès du RHTP se sont tenus les 25 et 26 janvier 2019. Et donc le 2e congrès, les 21 et 22 juin 2025. Alors, pour organiser ce 2e congrès, nous avons voulu que l'ensemble de nos militants, à partir du président du comité de base jusqu'à la haute direction, tout le monde soit impliqué. Et dans le découpage de notre parti politique, il est découpé donc en 47 régions politiques. Et donc nous avons organisé des pré-congrès. Et les pré-congrès, c'était le congrès, mais en miniature. Et vous avez, je pense que vous êtes journaliste, vous avez vu tout l'engouement que ces pré-congrès ont suscité dans les différentes régions. Il y a eu d'abord des travaux au niveau de 3 commissions. Ensuite, il y a eu des grands meetings de clôture. Donc ça, c'était pour le pré-congrès, qui se sont tenus sur 3 semaines. Ensuite, il y a eu le congrès lui-même. Alors, le congrès lui-même, si vous prenez le RHDP, les secrétaires de section, les secrétaires de zone et les secrétaires départementaux, vous aviez environ un peu plus de 10 100 personnes qui étaient supposées être des congressistes. Mais au parc des expositions, compte tenu de la capacité, nous avons décidé de faire venir un peu plus de 7100. Et vous avez bien vu à l'ouverture qu'au lieu d'avoir 7000 personnes, tellement il y avait d'engouement, on avait environ 15 000 personnes. Vous avez vu, il y a des chapiteaux à la droite. Avant de rentrer dans la salle, il y avait du monde dans la cour, tous les chapiteaux étaient pleins. Donc ça, c'était le premier jour, le samedi 21. Donc il y a eu des travaux en commission. Et le 2e jour, c'était au stade de BMP. Je vous avais annoncé que nous attendions environ 100 000 personnes, un peu plus de 100 000 personnes. À l'intérieur du stade, nous avions 100 000 personnes, mais vous avez vu le monde qu'il y avait dehors. Mais tout ça pour dire que nos militants voulaient tous venir au stade Alassane Ouattara de BMP pour participer à cet hommage qu'on voulait rendre au président Alassane Ouattara pour tout le travail qu'il a abattu depuis qu'il est au pouvoir. Alors, il faut noter une chose, c'est qu'un parti politique se mesure par ses adhérents. Je dis bien se mesure par ses adhérents. Et lorsque vous prenez le e-militant du RHTP, nous avons dans nos bases environ 1 200 000 adhérents. 1 200 000 adhérents. Donc si on prend 100 000 personnes par stade, on pourrait remplir 12 stades à Alassane Ouattara. Si on prend 200 000 comme on l'a fait, on remplirait donc 6 stades à Alassane Ouattara. Et si on prend la capacité de 60 000 places, on remplirait 20 fois le stade Alassane Ouattara. Vous voyez un peu tout l'engouement qui avait donc un parti qui a 1 200 000 adhérents, 200 000 personnes qui viennent pour participer à un congrès et rendre hommage à leur président, c'est quelque chose de normal. Alors, on a entendu beaucoup d'observateurs, hein, monsieur le ministre Mamadou Touré, dire il y a eu les pré-congrès, il y a eu le congrès en lui-même, tout le monde appelait le président Ouattara à être candidat du parti, à se déclarer candidat. Finalement, il a ramené tout le monde aux semaines à venir. Il y en a qui disent, finalement, tout ça pour ça. Est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment qu'il y a eu un peu de déception chez les militants? Non, pas du tout. Hein. D'abord, le congrès n'avait pas seulement pour objet donc de désigner le candidat du parti. Ça a été dit par le ministre Amédée Kouakou. On renouvelait les instances du parti. Il fallait renouveler le mandat du président du parti. Ça a été fait, c'est le président Alassane Ouattara. Il fallait révisiter nos textes, les adapter aux évolutions. Les coordinations régionales qui ont été créées, renforcer donc le directoire, renforcer certaines dispositions. Ça a été fait dans les travaux en commission. Et bien évidemment, le congrès a été l'occasion pour nous de prendre une option pour notre candidat à l'élection présidentielle. Et c'est tout à fait normal que dans le processus, les militants se prononcent sur la question. La question donc de savoir qui sera notre candidat à l'élection présidentielle. À l'unanimité, les militants ont choisi le président Alassane Ouattara. Le dimanche, l'information lui a été donnée par le président du congrès qui est le premier Patrick Hachi. Le président a souhaité
que nous lui donnons quelques jours, le temps donc de la réflexion pour donner sa réponse. Je voulais rappeler qu'en 2020, ça a été le même process. Lorsque nous nous sommes retrouvés à l'Hôtel Ivoire et que les militants dans le conseil politique qui s'est réuni avaient décidé à l'unanimité qu'il soit notre candidat, il a demandé aussi donc de prendre quelques jours parce que aller à une élection présidentielle, c'est d'abord une décision personnelle. Et nous respectons donc cette posture du président de la République. Très bien. Tout en espérant que notre voix sera entendue. Bien sûr, bien sûr. Augustin Couillon, réaction? Ben, moi, je voudrais. C'est la deuxième fois que je vais me prononcer sur cette question sur, Allez-y. sur la place, sur ce plateau. J'avais déjà dit que, pour moi, le défi pour un parti qui est au pouvoir comme le RHDP ne devait pas être la mobilisation des militants, parce que pour être élu à la présidentielle, on a sur la liste électorale définitive, il y a à peu près 8 millions de personnes. Un peu plus de 8 millions. Un peu plus de 8 millions de personnes. Donc, évidemment, pour un parti qui est au pouvoir depuis 15 ans, qui a les moyens de l'État, qui a tout ce qu'il faut pour porter ses militants, pour les amener à un... Même les ministres ou les cadres peuvent même prendre en charge l'arrivée de leurs militants sur Abidjan. Donc, pour moi, ce n'était pas... Pour vous, ce n'était pas ça un challenge? Non, ce n'était pas un challenge. Parce que c'est vrai, on peut s'en réjouir. Ils peuvent s'en réjouir. Et je suis d'accord avec eux. Même en titre personnel, je considérais que ce n'était pas ça le challenge. Le challenge devait être, disons, principalement, montrer que le RHDP pouvait être un parti entièrement démocratique. C'est-à-dire? Notamment dans la désignation de son président, dans le processus de désignation de son président et dans le processus de désignation du candidat à la présidentielle. Et j'ai constaté que, c'est vrai, on a parlé d'unanimité, mais au moins, on n'a pas senti que le jeu était ouvert. On ne l'a pas senti. Dès le départ, il y a eu les pré-congrès, mais je n'ai pas senti que le parti avait fait un appel à candidature pour voir qui pouvait décider d'aller représenter le parti, être président du parti et être le candidat du parti. D'accord. On va laisser réagir. Allez-y, terminez. Donc, je n'ai pas senti ce processus clairement déroulé. Donc, à ce niveau, j'ai été un peu déçu. Parce que, au-delà de la mobilisation, il faut montrer comment on respecte nos règles. Vous n'oubliez pas qu'il y a un parti qui les a dévancés sur le chemin de l'organisation du Congrès et qui a été fortement critiqué pour n'avoir pas appliqué certainement certains aspects de leur texte. Donc, quand on vient après, il faut être exemplaire et ça n'a pas été, à mon sens, ça n'a pas été vraiment le cas. D'accord, très bien. Réaction, monsieur le ministre? Oui. Amédée d'abord. Monsieur le ministre Amédée, Kofi Kwaku, allez-y. Alors, je voudrais dire simplement à notre frère Kyo que le RHDP est véritablement un parti démocratique. Pour l'unique et simple raison, les pré-congrès, si vous avez suivi l'organisation des pré-congrès, nous avons donné la parole à la base. Et dans les pré-congrès, il y avait même les présidents de comité de base. Et on leur a posé la question, qui vous souhaitez qu'il soit le président du parti, d'une part, et d'autre part, le candidat à l'élection présidentielle. Il y a certains candidats, certaines personnes qui ont voulu manifester, qui disent qu'ils sont candidats, mais dans leur région, dans les pré-congrès, nullement leur nom a été cité. Donc, au niveau donc, du président du parti et du candidat à l'élection présidentielle, ce sont tout ce qui est remonté de la base des 47 régions politiques et c'est tout ça qui a été donc compilé et validé par le Congrès lui-même. Donc, je ne vois pas plus grande démocratie que d'aller jusqu'au comité de base pour demander leur avis par rapport au président du parti d'une part et par rapport au candidat à la présidence de la République d'autre part. Je pense que ce que suggère Augustin Couillon, c'est comme on le voit dans d'autres formations politiques, où il y a un appel à candidature ou une ouverture de candidature, c'est peut-être de ça qu'il veut parler. Oui. Monsieur le ministre, Touré Mamadou, allez-y. Je le rassure, je ne vois pas de parti plus démocratique que le RHDP. Avant même d'en venir au Congrès, rappelez-vous que nous avons renouvelé les secrétaires départementaux dans notre parti. On est le seul parti à avoir organisé des élections qui ont abouti à la désignation de nos représentants au niveau local. Les présidents des jeunes, la présidente des femmes et le président des enseignants, ça a été au bout d'un processus démocratique. Je vais faire un clin d'œil à certains partis politiques. Vous savez, ça s'est terminé en bagarre. Il n'y a même pas eu d'élection. Aujourd'hui, il y a des intérimaires à la tête donc, de ces instances-là.
L'unanimité aussi, c'est la démocratie. Quand vous prenez une chambre comme le Parlement à l'Assemblée nationale, il peut arriver qu'autour d'une loi, il y ait un vote à l'unanimité. Alors, ce qui s'est passé, comme le ministre Hamidé l'a dit, dans les pré-congrès, tout cadre qui voulait être candidat avait la possibilité de faire acte de candidature. Ce n'a pas été le cas. Les militants sont vus poser une question, comme il a dit. Ils ont répondu à l'unisson qu'il veut le président Alassane Ouattara. Lorsque nous sommes arrivés au congrès, il y a eu des travaux en commission. Ça ne s'est pas fait de façon précipitée comme certains partis. Il y a eu des travaux en commission. Toutes les questions ont été débattues. Les textes ont été pris ligne après ligne, débattus, amendés. Après avoir adopté donc, les textes, 3 modes opératoires ont été donc, adoptés pour la désignation du président du parti ou du candidat. Le vote par main levée, par acclamation ou au bulletin secret. Et lorsque la motion de désignation du candidat, qui était la synthèse du choix de toutes les régions, a été présentée, les militants, les congressistes, ont préféré donc, le vote par acclamation. Toute la salle s'est levée pour applaudir, donc, acclamer donc, les candidats. Je vais rappeler que notre frère Méambli, qui était lui-même candidat, enfin, qui s'était déclaré candidat, portait ce jeu à lui-même un pagne à l'effigie du président Alassane Ouattara. Est-ce qu'il a applaudi aussi? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'unanimité des délégués a choisi Alassane Ouattara comme candidat. Ça n'a rien d'antidémocratique à partir du moment où le parti a donné la parole à la base, comme ça a été dit par le ministre Hamidé Kouakou. Israël Guébo? Alors, mon avis, mon point de vue va au-delà du congrès des RHDP. Allez-y. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 gros défis qui atteignent cette posture post-congrès et qui concernent l'ensemble des Ivoiriens. Je voudrais commencer par une citation. Et je vais la dire in texto. En réalité, ce qui crispe les Ivoiriens, ce ne sont pas les grimaces de l'opposition, ce sont les silences, c'est plutôt le silence de Alassane Ouattara. Parce qu'en la vérité, il est le seul capable de stabiliser le pays. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le porte-parole principal du RHDP, le ministre d'État Adjoubani. Et je vais plus loin. Et ça, je vais le prendre à mon propre compte. Les Ivoiriens ont besoin d'une parole, d'une seule parole, que le président Alassane Ouattara, c'est son nom qui va libérer les Ivoiriens, son nom à l'appel des militants. Vous voyez, aujourd'hui, qu'un parti au pouvoir, depuis près de 10 ans, n'a pas encore la capacité de proposer un autre candidat que celui qui est en place depuis longtemps, on ne peut pas parler de vitalité démocratique. Je pense même qu'on est plutôt dans, comment dire ça, dans une sorte d'être agrippé à un individu, à un homme, alors qu'on devrait aller au-delà. Ce que je veux dire, 2 choses. Premièrement, le challenge qui attend le RHDP, c'est d'arriver à préparer une explication à ses militants qu'il faudra trouver un autre candidat. Parce que de mon point de vue, le président Alassane Ouattara ne sera pas candidat. Il a lui-même fixé les limites de sa mandature. Vous vous rappelez très bien, il y a quelques années, il y a 5 ans en arrière, il avait 79 ans, il disait qu'il trouvait déraisonnable qu'à 75, 80 ans, on veuille rester au pouvoir ou qu'on veuille conquérir le pouvoir. C'est le même président Alassane Ouattara qui disait dans une interview en 2020, lorsque le journaliste RFI lui demandait est-ce qu'il va rempiler en 2025, il disait non, non, ça suffit, il a fait le sacrifice de trop. C'est le même président Alassane Ouattara qui disait qu'il est temps qu'une autre génération prenne le relais et fasse mieux que. Donc aujourd'hui, il va falloir que les cadres du RHDP expliquent à leurs militants, sensibilisent leurs militants à s'attendre à un autre candidat que le président Alassane Ouattara parce qu'il ne sera pas candidat. La deuxième chose dans ce post-congrès, c'est surtout que le RHDP devra donner des explications sur son bilan aux Ivoiriens. Et ça, c'est là-dessus que la Côte d'Ivoire les attend. Parce qu'il y a beaucoup de promesses sociales non tenues sur lesquelles nous avons besoin d'avoir des comptes et le RHDP devra s'expliquer. Je vais prendre pêle-mêle quelques éléments. Vous vous rappelez, en 2010, l'un des slogans de campagne, c'était « Ne donne pas ta voix à la pauvreté ». Je pense que tous les Ivoiriens s'en souviennent encore comme si c'était hier. Mais depuis le 2011, le prix du riz, de l'huile, du savon, des scolarités, du transport, des assurances, du carburant même, a augmenté. Et ça a pour conséquence de plonger une grande partie de la population dans la précarité. Donc, aujourd'hui, on attend le RHDP sur ce point-là. Autre point, c'est que le président Alassane Ouattara avait fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille.
Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'à toutes les échelles de la société, la corruption est enracinée, elle est ancrée. C'est vrai, il y a eu des réformes avec la haute autorité de la bonne gouvernance, la Cour des comptes, ainsi de suite. Mais que vaut une réforme si, dans l'applicabilité, elle n'est pas exécutive et s'il n'y a pas d'impact pour les populations? Aujourd'hui, c'est près de 1400 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire paie chaque année qui vend la corruption. Si on fait un petit calcul, 2011-2025, ça nous fait 14 ans. Alors, si on prend une calculatrice, qu'on fait 1400 milliards multipliés par 14 ans, on est autour de 19 600 milliards qui ont été injectés dans la corruption. Donc aujourd'hui, avec près de 20 000 milliards, je finis par ça, 20 000 milliards, on aurait pu faire des choses à fort impact pour la société, éducation, santé, ainsi de suite. Dernière chose sur laquelle je vais finir. Non, de toute façon, vous aurez la parole pour poursuivre. C'est sûr, l'état des droits. Allez-y, terminez. Une autre des promesses que le président avait faites, c'est que sur les crises de 2010 et 2020, il avait promis de sanctionner toutes les personnes qui avaient été impliquées, quels que soient les camps, quels que soient leurs clans et quelles que soient leurs origines. Aujourd'hui, on a encore des chefs de guerre à l'époque qui, on sait très bien, ont été impliqués dans des crimes qui n'ont pas été inculpés. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens attendent que le RHDP se prononce sur son bilan, où est passé notre argent, qu'est-ce qu'on a fait de la justice et quelle est la place des Ivoiriens aujourd'hui au sein de la... Madou Touré. Bon, l'un des drames de notre pays, c'est le populisme. Hein. Ce monsieur est vice-président d'un parti politique. Lui-même a agrippé un homme qui s'appelle Assalé Timoko, qui va être président de la République. Il n'a aucune leçon à nous donner. Il aurait pu se présenter lui-même. Donc, quand toi-même tu as agrippé un individu, tu ne nous reproches pas d'être aussi agrippé un individu aussi compétent que le président Alassane Ouattara. Deuxièmement, c'est de se départir aussi entre cette posture de candidat à l'élection présidentielle et qui fait qu'on devient populiste malgré toute l'intelligence qu'on peut avoir, où on dépeint tout en noir, sans prendre le temps d'aller en profondeur et avoir de la rigueur dans l'analyse. Oui, Alassane Ouattara dit qu'il ne donne pas sa voix à la pauvreté, monsieur. Lorsqu'Alassane Ouattara arrivait à tel ce pays, la pauvreté était à 55%. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, nous avons chuté à 37%. Je rappelle que depuis 1998, la pauvreté allait croissante. Et c'est la première fois que nous inversons la courbe de la pauvreté. Et les 5 prochaines années, l'idée, c'est de ramener à 20%. Oui, Alassane Ouattara a dit qu'il ne donne pas à savoir, il parle du carburant. Mais s'il n'était pas populiste, il aurait pu comprendre que le prix du carburant, c'est aussi une conjoncture internationale. Le prix du baril, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui fixe le prix du baril. Mais ce qu'Alassane Ouattara a fait, lorsque l'année passée, l'année surpassée, le coût du baril à l'international est monté et que partout dans le monde, le prix du carburant est monté, nous avons subventionné à coût de centaines de milliards, près de 600 milliards de francs CFA, pour ne pas que nos populations subissent le choc donc, de la montée du prix sur le plan international. Et pas de la lutte contre la corruption, mais lorsqu'Alassane Ouattara arrivait, la Côte d'Ivoire était classée 155e pays le plus corrompu au monde. Aujourd'hui, nous sommes 69e. C'est-à-dire que les réformes qui ont été faites, même si la corruption existe toujours, ces réformes ont permis d'améliorer notre classement et d'améliorer les mécanismes de contrôle et de sanction. Vous avez donné quelques indicateurs tout à l'heure, 1400 milliards de francs CFA par an, mais qui vous donne ces chiffres? Nous, c'est la haute autorité de la bonne gouvernance. Oui, mais la haute autorité de la bonne gouvernance est l'émanation d'Alassane Ouattara. Donc, il a créé un instrument fiable qui permet donc non seulement de mesurer le degré de corruption et donc d'évaluer l'impact, mais surtout de faire des sanctions. Ce que vous ne dites pas, c'est que la haute autorité a épinglé beaucoup de fonctionnaires, etc. Certains même sont passés devant les tribunaux, d'autres sont en prison, etc. Vous parlez d'impunité liée à l'acquis post-électoral. Je vous rappelle qu'en 2020, lorsque nous avons eu les conflits que nous avons connus et que le processus judiciaire s'est mis en œuvre, mais on n'a pas trié. Hein. Je peux vous dire que certains sont encore en prison. Je parle de la crise de 2020. Il s'est trouvé des militants de l'opposition qui sont en prison. Des militants récemment proches d'Alassane Ouattara qui sont en prison. C'est ça une justice. Donc, j'espère qu'un jour... dans 50 ans, vous arrivez aux affaires. Mais je veux dire, on peut être opposant et sans verser dans le populisme. Voilà. Je reviendrai à vous, Israël, tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Le temps de... Oui, monsieur le ministre, allez-y. Alors, je voudrais simplement rappeler à M. Israël Guébo que nous sommes du RHDP, Touré l'a dit. Nous, notre candidat, c'est Alassane Ouattara. Il a droit à un mandat, nous, on le soutient pour tout le travail qu'il a fait. Vous avez parlé de bilan. Mais je ne sais pas si vous êtes dans ce pays. Vraiment, je m'étonne qu'un Ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire, je pense que jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir, on avait 2 ponts dans Abidjan. Le premier pont fait sous la période coloniale, qui a été inauguré, le pont Fort-Boigny, qui a été inauguré en 1957. Le deuxième pont
le pont de Gaulle a été inauguré en 1970. Et le troisième pont, le pont Henri Konan Bédié, a été inauguré en 2014. C'est-à-dire qu'on a mis 44 ans pour construire un troisième pont. Le président Alassane Ouattara a fait le 4e pont, a fait le 5e pont. Aujourd'hui, il y a la Y4. Des dizaines d'échangeurs dans la ville d'Abidjan. Mais je tiens à vous rappeler qu'avant que le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir, l'autoroute s'arrêtait un peu avant Yamoussoukro. C'est lui qui a inauguré Senghroupo Yamoussoukro. Aujourd'hui, l'autoroute arrive au nord de Bouaké. En dehors d'Abidjan, il y a les villes secondaires. Si vous prenez dans le domaine de l'éducation, de l'indépendance jusqu'en 2011, il y avait environ 300 lycées et collèges. Aujourd'hui, nous sommes à 900 lycées et collèges. C'est-à-dire que sous le président Alassane Ouattara, on a construit en 15 ans plus de 600 lycées et collèges. Mais je tiens à vous rappeler, monsieur Guebo, si vous parlez de pauvreté, que tout a augmenté, mais vous pouvez aussi vous rappeler que le salaire des fonctionnaires a augmenté. Lorsque le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, les salaires ont augmenté. Lorsque le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, la masse salariale des fonctionnaires était de 900 milliards de francs CFA. Je tiens à vous rappeler que la masse salariale des fonctionnaires aujourd'hui est de plus de 2300 milliards de francs CFA. Ça, c'est la réalité. Donc, de 900 milliards à 2300 milliards, vous ne pouvez pas dire que le pouvoir d'achat des Ivoiriens n'a pas augmenté. Lorsque le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, le SMIC était à 36 000 francs CFA. Aujourd'hui, le SMIC est à 75 000 francs CFA. Je pense que... et ça, c'est donc... allons dans d'autres secteurs. Prenez les universités. Le professeur Atu Banga est là. Quand le président Alassane Ouattara arrivait, il n'y avait que 3 universités. Bientôt, on va finir l'université de Bondoukou. On passera à 10 universités. Déjà terminé. Et vous prenez dans le domaine de la santé, c'est pareil. Donc vraiment, je ne sais pas de quoi vous parlez. Quand vous parlez de bilan, on souhaiterait qu'on ait un jour un débat entre votre parti et le RHDP pour qu'on puisse discuter de bilan. Parce que je pense que vous, quand vous venez sur le plateau, plutôt que de critiquer le RHDP, vous devez nous dire que pour les 5 années qui viennent, si par extraordinaire, votre candidat arrive au pouvoir, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? C'est pas le sujet de ce soir. Bon, enfin, qu'est-ce que vous allez pouvoir... Non, j'arrive, laissez-moi terminer. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des routes, dans dans le domaine de l'hydraulique? On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver certainement. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, avant de vous donner la parole, professeur Banga, je reviendrai à vous tout à l'heure. Israël Guebo s'est promis. Monsieur Serge Fassina, lui, il nous appelle, je ne sais plus d'où, ça fait un moment qu'il est au standard. Il a des questions sur les pré-congrès. Il estime que les pré-congrès ne sont pas statutaires. Monsieur Fassina, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Oui, allô, bonsoir, monsieur Diarsouba. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, et allez-y pour votre question. Oui, bonsoir, monsieur Diarsouba, je vous entends très bien. Très bien, votre question, s'il vous plaît. Bon, j'ai une question pour le ministre. C'est pour ça que vous êtes en ligne, allez-y. On nous a dit que les pré-congrès ne sont pas un organe statutaire. Mais nous nous rendons compte que c'est sur la base des décisions qui ont été prises lors des pré-congrès qu'on s'est basé pour ne pas organiser des élections pour la présidence du parti. Je voudrais avoir une explication et aussi une confirmation que les pré-congrès ne sont pas un organe statutaire. Et aussi, en même temps, faire une observation sur les différentes prises de parole de nos gouvernants qui ne rassurent pas. J'explique. Tantôt, on nous fait des déclarations et du jour au lendemain, on revient sur ces déclarations pour dire que soit le président ne reviendra pas, ne se représentera pas. Et aujourd'hui, on nous pose des arguments comme quoi il est légitime que le président se représente. Donc je voulais aussi avoir une explication sur cet état de fait-là où nos gouvernants se disent et se dédisent en même temps. D'accord. Merci beaucoup, Serge Fassina, pour votre question rapidement sur le pré-congrès. Mamadou Touré. Non, tous les partis politiques dans leur organisation, nous avons décidé de consulter les militants dans le cadre du pré-congrès avant le congrès. Mais vous voyez que nous ne sommes pas limités au pré-congrès pour prendre des décisions. C'est-à-dire que même quand il y a eu des résolutions pendant les pré-congrès, un congrès en bonne et due forme a été organisé et toutes les décisions issues des pré-congrès ont été soumises donc à discussion, à débat. Et c'est le congrès qui a été l'instance légitime pour décider. D'ailleurs, je peux vous dire que sur les textes, par exemple,
il y a eu, en dépit donc, de l'adoption de certaines montures par les pré-congrès, il y a eu des modifications au cours du congrès pour dire que le congrès reste souverain. Mais je peux dire aussi que vu l'expérience réussie des pré-congrès, les textes ont été amendés pendant donc, le congrès. Dorénavant, les pré-congrès font partie donc, des mécanismes de notre parti. Donc, ça, alors, la seconde chose, c'est la prise de parole donc, des leaders politiques qui changent, etc. D'abord, rappeler que ce débat, à mon sens, est épuisé. Pourquoi? Parce que, bon, on a suffisamment débattu depuis 5 ans, parce que c'est du réchauffé. Alassane Ouattara peut être candidat, il peut ne pas être candidat, il ne peut pas être candidat, la Constitution, etc. Le Conseil constitutionnel en 2020 a tranché, comme dans tous les pays démocratiques. Le Conseil constitutionnel a estimé que nous avions une nouvelle Constitution. Et d'ailleurs, dans la nouvelle Constitution, il est mentionné une nouvelle République. Et qu'à partir de ce moment, Alassane Ouattara avait le droit de faire 2 autres mandats. Là, il a son premier mandat, donc de la 3e République. M. Gbagbo essaie donc de jeter des discrédits sur les propos donc, du chef de l'État, mais il ne prenait pas les propos à moitié. Le chef de l'État, en 2020, a désigné Amadou Gon Coulibaly comme son successeur. Et nous l'avons adoubé dans le cadre donc, du parti. À partir du moment où la Constitution n'empêchait pas le président Ouattara d'être candidat, nous avons souhaité qu'il soit notre candidat. Aujourd'hui, rien juridiquement n'empêche Alassane Ouattara d'être candidat. Nous avons estimé que gérer un pays, ce n'est pas seulement... et je le dis partout où je passe, ce n'est pas seulement la valeur intrinsèque en termes de compétences, au sens de diplôme, etc. Gérer un pays, c'est la capacité d'unir, c'est la capacité de projeter le pays et c'est la capacité de faire face aux défis, aux enjeux. Nous estimons aujourd'hui que les circonstances du moment, avec tout ce que nous avons dans la sous-région, dans notre pays, dans le monde, font que Alassane Ouattara est la personne la mieux placée. D'ailleurs, en 2020, lorsqu'il a fait son interview sur RFI, lorsqu'il a dit que bon, il ne souhaitait pas se présenter en 2020, il a ajouté, vous ne l'avez pas dit, que ça dépendra aussi des circonstances du moment. Mais cette partie, vous ne le dites pas. Et nous estimons aujourd'hui que Alassane Ouattara donc, est celui qui a le leadership nécessaire pour gérer notre pays. Alors, je suppose que dans son parti, ils ont fait le même process. Si Assalé Timoko est le candidat aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont estimé que dans les circonstances du moment, la personne la mieux placée sera Assalé Timoko pour défendre leurs couleurs. Mais nous, Non, monsieur le ministre, le sujet, c'est pas non, mais non, je veux dire que ce qui est vrai, le choix du candidat à une élection présidentielle est du ressort exclusif des militants de ce parti. Donc le jour qui prendra sa carte du RHDP, en ce moment, on pourra ouvrir donc le débat. Bon, ça c'est dit. Professeur Manga, c'est à vous. D'abord, félicitations pour le congrès. Contrairement à ce qu'on pense, moi, je l'ai vu de Dakar et j'étais impressionné. J'étais en plus dans un forum où la veille, on avait beaucoup discuté de la Côte d'Ivoire d'ailleurs et je remontrais à tout le monde et tous ceux qui voient étaient impressionnés. C'est impressionnant. Qu'on soit au pouvoir, qu'on soit dans l'opposition, déplacer des gens sur 2 jours après des pré-congrès, c'est impressionnant. Donc là-dessus, félicitations. D'ailleurs, au passage, vous étiez encore PDCRDA en 2010. On a rempli le stade Félix Houphouët-Boigny et on nous l'a donné 2 jours avant. En plus, un jeudi, le mardi, on l'a rempli. On était dans l'opposition. Donc, ce n'était pas un problème. Bravo pour ça. Justement, aussi, toutes les questions sur est-ce qu'il fallait faire un appel, etc., je pense que j'allais me prononcer, mais vous l'avez réglé, en quelque sorte, en votant de nouveaux textes, notamment cet article 18.3, nouveau, qui vous permet de faire ce que vous avez fait. Justement, le gros problème du RHDP aujourd'hui, je reviens à votre mot, vous avez dit projeter. Je pense que les militants, ils ont du mal à se projeter aujourd'hui, pour 2 raisons. Première raison, parce que oui, c'est vrai, le ministre a dit que le plus important, ce n'était pas la candidature Ouattara, mais vous savez très bien que les militants, ils venaient pour ça. Et qu'aujourd'hui, quand on reprend les propos du porte-parole principal qu'a cité Israël, c'est la question. Et finalement, ils sont repartis sans la réponse à la question principale qu'ils voulaient se poser. Et pourquoi? Est-ce que parce que Alassane Ouattara se dit c'est mon dernier combat ou c'est le combat de trop? Est-ce qu'il est encore dans cette réflexion? S'il y a une forte réflexion, si encore on pèse aujourd'hui, parce que tous ceux qui le connaissent disent que c'est quelqu'un qui a un coup d'avance, et pour quelqu'un qui a un coup d'avance, en 4 mois, ça passe pas. Deuxième chose, se projeter, parce que je pense que le RHDP, et je suis très à l'aise avec le ministre Amédée, était bâti pour être un parti oufouettiste. Je pense qu'aujourd'hui, il est devenu un parti alassaniste. Et le dernier congrès, là, juste parce que tout a été fait pour le tailler légalement à la mesure d'Alassane Ouattara. Mais la question que je vous pose aujourd'hui, vous allez continuer jusqu'à quand à vous faire biberonner par Alassane Ouattara? C'est une vraie question.
Parce qu'aujourd'hui, la vraie question, vous n'avez pas répondu à l'avenir immédiat de sa candidature. Mais pour moi, le plus grave pour le RHDP, c'est même pas 2025. Pour moi, 2025, vous allez gagner. Je le dis, ça fait 2 ans. C'est pas un problème pour moi. Vous serez là. Mais aujourd'hui, la vraie question, c'est qu'est-ce que vous faites après? Qu'est-ce que vous faites après du point de vue du projet? Vous êtes très à l'aise sur le bilan. Du point de vue du projet, on ne le sait pas, parce que le Congrès lui-même n'a pas ouvert la boîte au projet, puisqu'il a refermé la candidature. Aujourd'hui, comment il s'appelle, Adjoumani parle encore de pré-campagne, parce que vous n'avez pas de candidat, ça pose problème. Et les textes qui ont été faits aujourd'hui, ils sont dans la logique de redonner le parti à Alassane Ouattara, de se tailler pour Alassane Ouattara, mais il ne sera pas toujours là à Alassane Ouattara. Est-ce que le RHDP aujourd'hui prêt? Est-ce qu'il a même dans son esprit, parce que même s'il est candidat, ça sera son dernier mandat. Mais apparemment, le RHDP ne prépare pas cette transition. Aujourd'hui, je me dis que dans 2-3 ans, on risque d'avoir des fragments de RHDP, surtout que désormais les pré-congrès seront statutaires. J'imagine que si le ministre Amédée et vous-même êtes intéressés, j'imagine les pré-congrès de Daloa et Dilo Djibois, ce qu'ils vont donner comme résultat dans 5 ans, hein, ça sera Mamadou Touré et Amédée. Et donc vraiment, moi je pense qu'il faut avoir, peut-être après les élections, mais il faut avoir le temps de vous poser vraiment sur l'avenir du RHDP. Comment faire du RHDP un parti qui va aller au-delà d'Alassane Ouattara, parce que vous êtes trop focus, trop formé, trop taillé pour Alassane Ouattara. Mamadou Touré, Amédée Kouakou. Non, monsieur, vous voulez Bon, commencer? Amédée Kouakou, allez. Je vais commencer. Alors, moi, je suis très à l'aise parce que le président Alassane Ouattara, sa philosophie, c'est la philosophie d'Oufol-Boigny. Tout comme le PDCI. Le PDCI est un parti frère à nous. Hein. Ils sont des oufouettistes. Nous sommes tous des oufouettistes. Bon, alors, pour moi, dire que nous sommes alassanistes, mais Alassane Ouattara, c'est Oufol-Boigny. Donc, nous, on n'a pas de sujet. Mais par contre, vous dites que nous n'avons pas de projet. On a un projet. On ne le connaît pas encore. Oui, mais le projet que nous avons commencé, nous allons le continuer pour les 5 prochaines années. Alors, Mais en général, j'arrive. avant une élection présidentielle, on commence à dérouler le projet, Oui, faire oui, rêver les je vais vous populations, dire. les militants. Je vais vous dire une chose. Allez-y. Si vous avez bien suivi le thème du congrès du RHDP, le thème a été longuement réfléchi. On a dit le RHDP pour une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire. Mais ce thème n'a pas été choisi au hasard. Parce que la chose que le président Alassane Ouattara a réussi le mieux dans l'environnement dans lequel nous sommes, c'est d'apporter la stabilité à notre pays. Lorsque vous avez la stabilité et que vous avez la paix, vous pouvez donc être prospère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on a des universités, on a des écoles, on a des routes, on a de l'eau, et cette prospérité relative, vous pouvez donc la distribuer partout. Donc, être solidaire. Donc, c'est pour ça que le thème du congrès, c'est vraiment, ça reprend un peu, c'est la poursuite de tout ce que le président Alassane Ouattara a fait pendant les 15 années. Nous allons le poursuivre. Donc, on a un bilan, mais on va poursuivre, on va continuer. Alors, j'ai eu l'opportunité et l'honneur d'être vice-président de la commission politique générale, présidée par Mme Kabaniale, vice-présidée aussi par le ministre Marcel Montano. Et si vous prenez les conclusions donc, de cette commission, nous avons travaillé sur le programme. Quelle est notre vision? D'abord, qu'est-ce qui a été fait? Comment est-ce que nous nous projetons les 5 prochaines années? Quels seront les domaines prioritaires? Les militants se sont prononcés. À partir donc, du document donc, élaboré, qui est un document d'orientation des militants, Mme Kabaniale est en train de travailler avec une équipe donc, à peaufiner notre programme. Et vous verrez, c'est un programme qui va nous projeter au-delà même de 2030. Arthur, moi je vais dire une chose, et cette question revient de façon récurrente. Nous avons une position légitimiste. Et il faut que les gens le sachent, c'est assumé. Nous sommes alassanistes, nous sommes oufouettistes, nous sommes alassanistes. Nous croyons aux valeurs de travail, de rigueur incarnées par le président Alassane Ouattara. Le président Ouattara, ces 15 dernières années, a travaillé à l'émergence de beaucoup de cadres compétents dans tous les domaines. Il ne reviendra jamais à l'esprit de quelqu'un de dire que le vice-président de la République n'est pas compétent. Il ne reviendra jamais à l'esprit de quelqu'un de dire que le premier ministre Biré Mambé n'est pas compétent. C'est peut-être ça le danger. Il ne reviendra jamais à l'idée de quelqu'un de dire qu'Ibrahim Ouattara n'est pas compétent, Patrick Tachi ou d'autres personnes ne sont pas compétentes. Et donc, mais une élection présidentielle, je l'ai dit tantôt, va au-delà. Vous savez, vous qui faites un peu d'histoire, en France, il y a quelques années, à la présidentielle, les premiers qui ont opposé Alain Juppé à Nicolas Sarkozy et Fillon.
toutes ces trois personnalités sont aussi compétentes les unes que les autres. Mais le manque de cohésion, ou même d'une vraie vision. C'est ça vraiment le danger pour vous. Oui, mais un vrai projet donc pour le pays a fait que ce parti a reculé complètement. Aujourd'hui, le socle de notre cohésion, de notre unité sur le président Alassane Ouattara, il s'est assumé. Ça, on est d'accord et après. Oui, mais nous sommes quand même un jeune parti. Hein. Le RHDP, certes, on était en groupement de partis politiques depuis 2005, mais le RHDP n'a que 5 ans. Mais en 5 ans, nous sommes la première force politique. Donc, laissons-nous aussi le temps de consolider cela. Et je vous jure que le leadership du président Ouattara permettra de tracer les sillons dans les années à venir. Ce qui est important aujourd'hui pour les Ivoiriens, ce n'est pas de savoir ce que nous ferons après 2030. Ce qui est important pour les Ivoiriens, c'est de savoir, au lendemain de l'élection présidentielle, quelles sont... Vous allez la gagner. Donc oui, mais on la gagne, oui, mais tout n'est pas de gagner. Certains ont gagné les élections, même dans les conditions calamiteuses, mais on sait ce qu'ils ont fait du pouvoir. On veut la gagner, on veut bien la gagner, mais on veut la gagner autour d'un projet et d'actions concrètes impactant les Ivoiriens, comme l'avons fait les 15 dernières années. D'accord, très bien. Augustin Couillot, ce sera à vous dans un instant. Avant, vous me permettrez de prendre Arnaud Niamien, qui est à Cocody, qui dit que, de son point de vue, l'ensemble des Ivoiriens ne remettent pas en cause le travail du président Ouattara, mais sa longévité politique au sommet de l'État. Arnaud Niamien, est-ce que j'ai bien compris votre point? Effectivement. Allez-y pour votre question, allez-y. Bonjour, monsieur. Allez-y. C'était plutôt une intervention. Allez-y. Comme je disais, le souci n'est pas vraiment que le RHDP reste au pouvoir, comme l'a dit tout à l'heure le ministre, jusqu'en 2050, et on a même entendu dans une interview hors du pays. Mais le souci, c'est la longévité du président au pouvoir, 20 ans, sachant qu'on sort d'une crise. La Côte d'Ivoire sort d'une crise. Et le parti au pouvoir a une responsabilité pour éviter de reproduire les mêmes causes qui nous ont créé, qui nous ont envoyé à cette crise-là. Parce que la crise qu'on a connue en 2010, elle remonte, pour ma part, je suis assez jeune, bon, je suis dans la trentaine, mais elle remonte au fait que le PDCI soit resté au pouvoir longtemps, ce qui a créé beaucoup de frustration, qui a créé des événements de 99, ainsi de suite, 2002, et qui nous ont envoyé à la crise de 2011. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas un problème. Je ne pense pas que la population a un problème que le président, que le RHDP reste au pouvoir, mais c'est la longévité. En Afrique du Sud, il y a l'ANC qui est au pouvoir depuis la fin de l'apartheid jusqu'à maintenant. Et il n'y a pas de souci, vu qu'il y a les présidents, il y a les mandats consécutifs et au fur et à mesure, il y a une alternance qui se fait. Le point aussi que je voulais, ça c'est vraiment la responsabilité que je voulais attirer le parti au pouvoir là-dessus. Allez, terminer. Oui. Maintenant, le point c'est que aussi au niveau de l'opposition, il faut qu'on puisse qu'il faut qu'ils puissent travailler. Parce que c'est important pour le RHDP d'avoir une opposition forte qui puisse les challenger au maximum pour les amener à produire le meilleur pour les Ivoiriens. D'accord. Et si on n'a pas une position forte et concise, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle veut faire ce qu'elle veut pour nous, ça laisse un certain laxisme et ça laisse le parti au pouvoir de son orgueil, de son résultat. D'accord. Où ils trouvent que tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est vraiment super beau, alors que toute œuvre humaine est perfectible. Très bien. Voilà. Merci Arnaud Niamien. Merci beaucoup de nous avoir appelés depuis Cocody. Augustin Couillot, vous prenez note, monsieur le ministre. Augustin Couillot. Oui, allez-y. Je voudrais revenir un peu sur les propos tenus par le porte-parole principal dans l'élément qui a été diffusé. Oui. Il a dit clairement, le RHDP est prêt. Le RHDP est prêt. Mais ils sont prêts, mais ils n'ont pas de candidats. C'est ça que moi je constate. Le RHDP est prêt, mais il n'a pas de candidats. Et ça devrait être... Mais malheureusement, je constate que les ministres qui sont sur le plateau, ils parlent avec tellement d'assurance, comme si... oui, des gens qui n'ont pas de candidats et qui parlent avec assurance comme s'ils avaient un candidat. Ils n'en ont pas. Mais Kyo. Non, mais vous avez... votre congrès a désigné un candidat qui, lui, se donne le temps de réflexion. Et il pourrait dire autre chose. Mais imaginons même que le congrès, ils disent oui. Mais ils peuvent... je pense que le RHDP devrait légitimement s'inquiéter s'ils n'ont pas d'autres assurances quelque part, que le Conseil constitutionnel rejette la candidature du président Ouattara. Ouais. Ça peut arriver. Non. Vous voyez, ou bien vous n'imaginez même pas ça. Pourtant, le Conseil constitutionnel, vous savez, on a parlé de Troisième République.
Mais une troisième république, à mon sens, et selon ça ne se décrète pas. C'est comment on appelle, un référendum en 2016 qui a institué, La troisième disons, République. La Troisième République. moi je n'appelle pas ça la troisième république. Vous appelez ça comment? J'appelle ça la continuité. Bon. Ah oui, justement, revenons, mon explication est celle-ci. La deuxième république a été instituée à la suite d'une dissolution totale de toutes les institutions de la République. Le général Gueye a dissous les institutions, le Parlement... On va refaire l'histoire. Non, je parle de 2000. À la suite du coup d'État de 2000. Augustin, où voulez-vous en venir? Parce que le temps imparti pour cette première partie arrive à son terme. Et je veux dire que quand la Constitution de 2016 a été votée, on n'a pas dissous les partis. Le président Alassane Ouattara aurait pu convoquer une élection anticipée pour se faire élire dans le processus de la nouvelle Constitution. Parce que c'est ça qui est la troisième République. Parce que le président Ouattara a poursuivi avec son mandat acquis en 2015 jusqu'en 2020. Alors que dès lors qu'une nouvelle Constitution introduit une troisième République, alors on met fin aux institutions préexistantes et on s'en va, on commence avec, on peut aller avec, comme on appelle, une élection anticipée, présidentielle anticipée, avec les critères de la troisième République, ce qui n'a pas été le cas. Et c'est pour ça que pendant des années, les ministres, même le ministre de la Justice, César Kabilé, au Parlement, le ministre Cissé Bakongo, sur les plateaux de télévision, on dit que le président Ouattara ne pouvait pas se présenter parce qu'il y a un article, l'article 183, qui l'empêchait. Augustin, la difficulté avec... Moi, je vous entends très bien, c'est votre point de vue que vous avez le droit de développer. Bien sûr. La difficulté, c'est qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel. Justement, mais les décisions du Conseil... Et vous êtes bien placé pour savoir que quand on ouvre ce débat... Non, je comprends bien. On n'en finit pas. Donc vous avez développé pendant un moment. Est-ce qu'ils peuvent réagir? Justement, non, je finis. Finissez. Je finis et je dis, les décisions du Conseil constitutionnel et Cour suprême, on sait très bien qu'on peut les remettre en cause en Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. Mamadou Touré. À cette allure, on ne va pas s'en sortir. Hein. D'abord, si vous réalisez votre Constitution, la notion de nouvelle République est bel et bien mentionnée dans la Constitution. Deuxième élément, ça a été dit par Ali, Cissé Bakongo a dit, Sansankambé a dit, mais vous vous rappelez aussi que Mamadou Koulibaly a dit que si la Constitution était votée, Ouattara pouvait se présenter. Afin Guessan l'a dit aussi. Ce sont des avis. Le Conseil constitutionnel a écouté tous les avis, a émis son analyse, son interprétation et a tranché. Et dans le sens donc, de la décision du Conseil constitutionnel, le président Ouattara peut faire 2 mandats. Donc, il a un mandat qui arrive à expiration, il a encore un nouveau mandat qu'il peut faire. Maintenant, il reviendra au président Ouattara de décider s'il décide de faire acte de candidature, ne fait pas de candidature. Mais pourquoi vous vous préoccupez tant pour les militants du RHDP? Nous sommes mobilisés par millions sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes mobilisés par centaines de milliers au stade EBMP pour demander à Alassane Ouattara d'être notre candidat. Le président dit, écoutez, faites-moi confiance. Je vous ai entendu, je vous ai compris. Mais donnez-moi quelques jours pour prendre une décision à mon âme et conscience. Nous, ça ne nous pose pas de problème. Pourquoi vous, ça vous pose un problème? Vous n'êtes pas militant du RHDP. Oui, c'est notre président. Oui, c'est votre président, mais vous n'avez jamais été pour lui. Et donc, vous êtes de l'opposition. Et donc, attendez, quand on va désigner... Je ne suis pas de l'opposition. Ah, si. Quand on va désigner... Ah, si. Quand on va désigner... Non, je termine. Quand on va désigner notre candidat, en ce moment, il vous reviendra, tous ceux qui ne veulent pas voir Alassane Ouattara ou qui veulent voir Alassane Ouattara, d'aller l'exprimer dans les urnes. Sur la longévité, je termine par là. Allez-y. L'ANC a fait aujourd'hui plus de 30 ans aux affaires. Le RHDP, je considère qu'après l'ANC, nous sommes la plus grosse formation politique aujourd'hui en Afrique. Donc on aspire à faire mieux que l'ANC. Et un parti politique ne se crée pas pour gérer 5 ans à l'opposition. Un parti politique, quand il arrive aux affaires, il essaie de durer le plus longtemps possible aux affaires. Le plus important, c'est que ça se fasse de façon démocratique. La longévité d'Alassane Ouattara à la tête donc, de notre parti d'abord, et éventuellement à la tête du pays, à partir du moment où c'est à partir d'un processus démocratique, s'il n'y avait pas d'élection, et qu'Alassane Ouattara était président de la République, mais tous les 5 ans, il y a une élection. Donc, seul le peuple peut écourter ou pas la longévité d'un parti politique ou d'une personnalité à la tête d'un pays. Tant que les Ivoiriens feront confiance
Alassane Ouattara, il sera réélu le 25 octobre 2025. Tant que les Ivoiriens feront confiance au RHDP, nous serons encore là pour longtemps. Et d'ailleurs, nous sommes le seul parti qui sait se renouveler. Moi, je dis avec beaucoup d'humilité, il y a 15 ans de cela, Amédée Kouakou et moi n'étions pas dans les top management politiques en Côte d'Ivoire. Regardez au sein du RHDP, c'est le parti qui a fait le plus la promotion de jeunes cadres. Et je veux m'adresser à tous les jeunes. Si vous le faites de la politique, votre avenir, ce n'est pas dans tous ces partis politiques. Le seul parti qui fait la promotion, qui donne une chance aux jeunes, c'est le RHDP. Et nous sommes les bras ouverts pour accueillir tous ces jeunes Ivoiriens qui veulent être dans un ensemble pour bâtir un pays moderne et démocratique. D'accord, très bien. S'il vous plaît, monsieur le ministre, vous voulez réagir ou... Non, c'est bon. Très bien. Israël Guébo, c'est à vous. Oui, merci Je vous beaucoup. l'avais promis. Merci beaucoup, Ali. Je parole aussi. Alors, deux éléments fondamentaux. C'est vrai que quand le RHDP, on essaie de critiquer un peu leur gouvernance, tout de suite le mot populiste sort. Non, monsieur le ministre, c'est pas du populisme. C'est juste que c'est notre devoir de critiquer ce que vous faites. Oui, on est d'accord qu'il y a eu des infrastructures qui ont été lancées, on est d'accord qu'il y a des choses qui ont été faites. J'ai même cité, en parlant de corruption, des avancées qui ont été faites, mais on ne voit pas les impacts. Alors, le sentiment que vous donnez, c'est que tout va tellement bien en Côte d'Ivoire. Mais attendez, je viens. Vous prenez par exemple le chiffre sur le taux de pauvreté. Vous dites que aujourd'hui, le taux de pauvreté autour de 37%, il était à 55% en 2011. Mais ce que vous ne dites pas, c'est qu'en 2011, nous étions à 29 millions d'habitants. Donc, si vous faites un ratio, 55%, 29 millions d'habitants, on est autour de 12 millions de personnes en tas de pauvreté. Mais si vous ramenez... S'il vous plaît, laissez-le terminer. Mais la pauvreté, c'est... Non, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Je viens. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Si vous remettez ça en perspective, donc nous sommes aujourd'hui en 2025, environ 32 millions d'habitants, et que vous mettez à 37%, on est toujours dans les 12 millions de personnes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous remarquerez bien que la gouvernance, elle se voit au niveau d'Abidjan, mais à l'intérieur du pays, les disparités sont flagrantes, elles sont beaucoup plus profondes. Donc, ce que je veux dire, c'est que, oui, les chiffres parlent, mais vous ne pouvez pas nier aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, les coûts des denrées alimentaires ont augmenté, le coût du carburant a augmenté. Vous regardez, de 2022 jusqu'à 2024, il y a eu une augmentation de près de 180%. C'est vrai, 180 francs. C'est vrai que récemment, en 2025, il y a eu un rabais de 20 francs. Donc, ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas nier. Quand on va sur le marché, toutes les populations, qu'elles soient RHDP ou tous les partis politiques, se rendent bien compte que oui, aujourd'hui, on a des difficultés à se soigner, on a des difficultés à acheter les denrées alimentaires. Notre pays est dépendant de l'extérieur en matière de denrées alimentaires. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas nier. Donc le dire, ce n'est pas faire du populisme. Le dire, ça veut dire qu'il y a des choses à améliorer, il y a des choses à faire. Et je voudrais rassurer monsieur le ministre, ce n'est pas l'objet du débat. Mais oui, s'il y a un débat, on le fera, mais ce n'est pas ça l'objet du débat ce soir. Ça, je l'ai rappelé tout à l'heure. Oui, mais c'est bon de le dire. Bien sûr. C'est bon de le dire. Aujourd'hui, nous sommes dans le thème de cette session. Tout à fait. Quel est l'après-RHDP? Nous disons que l'après-RHDP, bon, c'est l'esprit à vous militants. L'après-congrès. L'après-congrès du RHDP. Lapsus révélateur. L'après-congrès RHDP, quel sera le candidat du RHDP? Mais surtout, qu'il sera nécessaire pour vous de défendre le bilan auquel nous, Ivoiriens, nous attendons. D'accord. Avant d'ouvrir le chapitre sur le bilan, de toutes les façons, des émissions pour parler du bilan du RHDP... Non, il faut qu'on réponde. Je vous donnerai la parole, ne vous inquiétez pas. Je fais juste une précision, s'il vous plaît. On va ouvrir le débat sur le bilan du parti au pouvoir et les perspectives proposées par les partis qui sont dans l'opposition et les nouvelles forces qui viennent sur la scène politique. Une question qui revient, ça vous permettra de répondre à Israël Guébo et à d'autres questions évoquées tout à l'heure. Une question qui revient, qui consiste à dire, vous êtes au pouvoir, l'opposition crie à tue-tête qu'elle a besoin d'un dialogue politique, visiblement. Il n'y a pas de réponse favorable du côté du parti au pouvoir. Est-ce que vous êtes favorable au dialogue politique avant la présidentielle qui arrive dans 4 mois? Amadou Touré, Amédée Kofi Kouakou. Alors, avant de revenir sur le dialogue politique, je voulais simplement rappeler à M. Guébo que, sûrement, si vous suivez l'actualité politique, moi, je suis tout le temps sur le terrain. Je vais dans les villages, je vais dans les hameaux. Et il y a beaucoup de choses que vous dites qui ne sont pas tout à fait vraies. Vous savez, lorsqu'on veut calculer, on n'a pas beaucoup de temps, si vous prenez quelqu'un qui vit au village, les taux de pauvreté que vous calculez ne sont pas réels pour lui. Parce qu'il est au village, il vit dans sa maison, il ne paye pas, il n'a pas besoin, il ne loue pas de maison. Tout ce qu'il mange, c'est lui-même qui cultive. Donc si vous prenez les calculs de pauvreté des Européens, par rapport à quelqu'un qui vit dans un village, moi je suis fils de paysan.
J'ai vécu au village, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, je fais le tour des villages, je sais ce que les gens pensent du bilan du président Alassane Ouattara. De tous les villages. Ça, c'est la première des choses. Votre deuxième question... Le dialogue. Le dialogue. Sur le dialogue politique. Est-ce que le RHDP sera finalement favorable au dialogue tant réclamé par l'opposition? Moi, je vais laisser tout répondre. Par l'opposition et la société La seule civile. chose que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai eu la chance de participer à la plupart des dialogues politiques. J'ai eu la chance de participer. Je connais la plupart des acteurs. Mais pourquoi ils veulent un dialogue politique? C'est une bonne chose de faire un dialogue politique. Ils veulent un dialogue politique parce qu'ils ne veulent pas que les règles de la République s'appliquent. Voilà, qu'on va faire le dialogue politique. Bon, comme on est en Côte d'Ivoire, il faut abandonner ceci, il faut faire cela. C'est tout, hein. Sinon, si vous prenez le dernier dialogue politique, tous les sujets ont été abordés. Maintenant qu'on a dit qu'on est rentré dans une république normale, s'il y a un problème qui concerne la justice, vous allez voir la justice. S'il y a un problème qui concerne le ministère de l'Intérieur, vous allez voir le ministère de l'Intérieur. Au dernier dialogue politique, il y a eu des débats. La société civile voulait diriger la CEI. Mais je vous jure que M. Cubière est de la société civile. Il a été proposé, parce qu'il y a 6 représentants de la société civile, M. Cubière a été proposé par le magistrat. Donc, il est dans le groupe de la société civile. Le parti au pouvoir, avec à 4 représentants à la CEI, les partis d'opposition 5, le président de la République 1, on a justifié pour dire que le président de la République ne peut pas avoir de représentants. Si on ne peut pas dire qu'il n'a pas de représentant à la CEI, le ministère de l'Intérieur, dans la plupart des pays modernes, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Donc ils ont un représentant. Mais avant, il y avait le représentant du président de l'Assemblée, ainsi de suite. Mais tout ça a été enlevé. Et donc aujourd'hui, l'opposition est majoritaire à la CEI. L'opposition est majoritaire, si vous ne le savez pas. Et après le dialogue politique, le PDCI n'avait pas de représentant au niveau de la vice-présidente de la CEI. On a fait un amendement pour créer un poste pour le PDCI. Le PPACI n'existait pas en tant que parti politique. On a fait un amendement pour que le PPACI ait un vice-président de la CEI. Donc tout ça, ça a été fait. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. Je pense que Touré va le dire tout à l'heure. On va dialoguer avec l'opposition, mais si vous allez voir la conclusion de tous ces dialogues que souhaite l'opposition, qui est une bonne chose d'ailleurs, c'est pour dire que nous n'appliquons plus les lois, entendons-nous, faisons des petits arrangements. On va Touré. Bon, alors je me permets de revenir rapidement. En réalité, l'une des choses qu'Alassane Ouattara nous enseigne, c'est l'humilité. On n'a jamais dit qu'en 5 ans, on a tout réalisé. On n'a jamais dit, 15 ans. On n'a jamais dit que nous ne voulons pas être critiqués. Ce que je demande, c'est le populisme. Le populisme, c'est quoi? Quand vous venez dire que la Côte d'Ivoire s'est appauvrie, je dis non, la pauvreté a diminué. Et que nous sommes passés de 55 à 37. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous aviez 22 millions d'habitants à l'époque et que vous étiez à 37%, à 55% de pauvres, mais comme la population augmente chaque année, le taux d'évolution démographique est de 2,6-3 points, ça veut dire que si nous n'étions pas descendus à 37%, si on mettait le taux de 55% de pauvres que nous avons trouvé, on aurait 5 millions d'Ivoiriens en plus qui seraient pauvres aujourd'hui. Donc, le fait d'avoir mené une politique sociale ardue, une politique économique ardue, et d'avoir baissé le taux de pauvreté a permis de sortir 5 millions d'Ivoiriens de la pauvreté. Que vous nous dites que c'est insuffisant, on peut faire le débat. Que vous nous dites que non, 37%, on aurait pu arriver à 20% par tel mécanisme, on aurait pu le débat. Mais venir dire que la pauvreté a augmenté, c'est du populisme. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Alors, parlons de la cherté. Si, mais parlons de la cherté. 12 millions de pauvres en Côte d'Ivoire. Parlons de la cherté de la vie. L'inflation, c'est pas nous qui l'avons inventée. Vous savez qu'il y a des conjonctures. Il y a eu la crise en Ukraine, il y a eu la Covid, etc. L'inflation est moins mondiale. La Côte d'Ivoire a une inflation aujourd'hui qui tourne autour de 3 à 4%. Quand des pays comme le Ghana ou le Nigeria sont autour de 20 à 30%. Donc vous avez une augmentation dans tous les pays au monde dans un certain nombre de produits. Que le gouvernement mette en place des politiques pour essayer d'atténuer les effets de cette augmentation, ce qu'on attend de vous, c'est de dire, écoutez, vous êtes à 4% de taux d'inflation, si nous, à Salé Tchiboko arrive aux affaires, voilà ce que nous allons faire pour être à... les débats, monsieur le ministre. Non, mais vous êtes vice-président, vous êtes dans un parti politique, vous aspirez à gouverner. Donc on serait peut-être à 2%. Mais venir peindre tout en noir, et voilà qu'on se contente de ça, on ne peut pas l'accepter. Ce n'est pas honnête intellectuellement.
Mais venir dire que oui, vous avez fait des progrès, mais dans tel aspect, il y a des insuffisances. Et voilà comment on peut améliorer. On est ouvert, on est preneur. Sur le dialogue politique, le CAP-CI a écrit au RHDP. Est-ce que ça existe encore, ce truc? CAP-CI, c'est la coalition pour une alternance pacifique. Ça existe encore, ce truc? Je ne saurais vous répondre, Arthur Banga, mais évidemment, elle existe. Le RHDP a répondu favorablement. Nous avons eu un premier rendez-vous raté, parce que nous, on avait notre congrès. Madame Simone Veil-Gbagbo, je crois, a effectué un voyage hors du pays, ce qui fait que les questions d'agenda n'avons pas pu faire donc le rendez-vous. Mais je tiens à vous rappeler que le mardi dernier, il était convenu que nous rencontrions. Le RHDP a marqué son accord pour une rencontre le mardi dernier. On ne les a pas vus. Donc ça ne sert à rien d'aller dans les médias, appeler le RHDP au dialogue et puis pointer absent lorsqu'il y a des rendez-vous pour le dialogue. Nous sommes prêts à échanger avec eux où ils veulent, quand ils veulent, sur tous les sujets qu'ils veulent. D'accord. Le RHDP est un parti ouvert. Maintenant, ce que le ministre Amédée a dit, Ali, et je termine, je fais ce désir partout où je passe. Je suis venu ici avec les conclusions du dialogue politique, paraphées par toutes les parties. Et il y a un paragraphe qui est extrêmement important, à la page 3 sur les recommandations. Je lis rapidement. Le dialogue politique, qui s'est déroulé dans la courtoisie, dans la bonne ambiance et dans un climat apaisé, a consacré l'accord des partis sur le fonctionnement normal de l'État et de ses institutions. C'est tout. Et on poursuit avec le PPACI, avec le PDCI et tous les partis pour dire, à l'issue des échanges, de nombreuses questions soulevées ont donné lieu à des informations et à des explications satisfaisantes de la part du gouvernement. Donc beaucoup de questions ont eu des réponses satisfaisantes. D'autres relèvent des prérogatives des institutions, comme ça a été dit par le ministre Amédée. Entre autres quelques questions, je vais faire une révélation ici. Ils ont posé le problème du gel des avoirs, le dégel des désavoirs. Le PPACI a dit qu'ils ont beaucoup de militants qui ont leur compte gelé. La ministre Mariétou, qui a participé au dialogue politique, a dit, écoutez, et sur la base des informations qu'on a le ministère de la Justice, pour nous, on a dégelé. Donnez-nous la liste de ceux qui ont leur compte gelé. Ils n'ont pas été à même de nous produire une liste, jusqu'aujourd'hui. Mais mieux, l'un des participants au dialogue, donc au niveau de la partie gouvernementale, a fait une révélation qui est importante. Gossio Marcel, paix à son âme, avait son compte qui était gelé. Mais lorsque son compte a été dégelé, il s'est rapproché des autorités compétentes à l'effet de faire en sorte qu'il y ait une confidentialité autour donc, du dégel de son compte, à cause des pressions liées au village, etc. Il n'a pas voulu qu'on communique sur le dégel de son compte. Donc de nombreux cadres de l'opposition ont vu leur compte dégelé, mais de façon pas très honnête, continuent de dire que leur compte était gelé. Mais lorsqu'au dialogue politique, on donne-nous la liste des comptes gelés, on va dégeler. Ils ont été incapables de nous donner dans cette liste jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Nous voici au terme de cette première partie. Professeur Banga, vous avez une minute, allez-y. Non, je peux avoir une minute, mais les Professeur Banga, c'est moi qui dirige ce débat, vous avez une minute. C'est une injustice, d'accord. Non, c'est pas une injustice, allez-y. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je reviens à la question, c'est l'avenir du RHDP. Moi, l'avenir proche, je répète, il ne m'inquiète pas. Pour moi, vous allez gagner, pour moi, vous allez être là. Donc ça, il ne m'inquiète vraiment Arthur, pas. même pour l'avenir lointain, nous, on n'est pas inquiets. Je partage maintenant mon inquiétude sur l'avenir lointain. Allez-y. Vous avez tous cité, le nombre de fois que vous avez cité Alassane Ouattara, c'est incroyable. Je pense que vous avez tellement cité. Et je repose ma question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous permet dans les textes du RHDP de résister à un départ, à une vacance d'Alassane Ouattara? Première question. Deuxième question, surtout pour M. Amédée, pour le ministre Amédée qui vient du PDCI-RDA, dans le discours de Alassane Ouattara, on a entendu l'hommage à Henri Konan Bédié. J'ai été déjà ému, j'ai même tweeté quand il a dit. Mais la question, on a l'impression aujourd'hui que le RHDP se sent tellement fort que la question des alliances, la question de rassembler les oufouettistes, la question de rassembler la droite ne fait même plus partie de vos inquiétudes puisqu'elle n'apparaît aucunement, en aucun cas, dans le Congrès. Alors que pour moi, l'une des responsabilités politiques d'Alassane Ouattara et du RHDP sera la mission de rassembler les oufouettistes à un certain moment donné. Parce qu'on ne va pas continuer tout le temps à se tirer comme ça dessus entre oufouettistes, parce que ce n'est pas la chose la plus intéressante. Troisième chose, dans le fonctionnement... Troisième et dernière chose. Ouais, dans le fonctionnement du RHDP, les grands partis font ce qu'on appelle la cooptation. C'est-à-dire aller identifier des jeunes, des cadres, etc., pour rentrer dans le parti, pour prendre la responsabilité. Je n'ai pas vu aussi dans les textes. Est-ce qu'il y a la place pour la cooptation? Peut-être que ça permettra de coopter Augustin Kiyot, comme il n'est pas de l'opposition. Avec beaucoup de plaisir. D'accord. Réponse, monsieur le ministre Amédée. Je voudrais répondre sur... tout à l'heure, si vous m'avez bien écouté, j'ai dit que le PDCI est un parti oufouettiste. Le RHDP est un parti oufouettiste.
si vous écoutez, si vous m'aviez suivi, si vous avez suivi, chaque fois que je vais faire des tournées, je lance toujours un appel à nos frères du PDCI de venir avec le RHDP parce que nous sommes tous des oufoutistes. J'échange beaucoup avec beaucoup de Mais le militants. Congrès ne l'a pas dit. Oui, mais le rôle du Congrès... C'est de revenir Non, le rôle du Congrès, ce n'était pas d'aller dire allez-y faire alliance avec un tel ou un tel. Les alliances, c'est en fonction des échanges que nous avons. Mais nous leur lançons toujours cet appel. Je suis sur votre plateau. Je dis que le PDCI est un parti oufouetiste, le RHDP est un parti oufouetiste. Nous avons l'obligation de nous entendre, pour travailler ensemble pour faire avancer ce pays comme l'a souhaité le président Houphouët-Boigny lui-même. Alors, je voudrais, Arthur, sur l'avenir, il ne faudrait pas s'inquiéter. Déjà, on a des textes modernes. D'ailleurs, à l'occasion de ce congrès, on a consacré un poste de premier vice-président. Le premier vice-président donc, du RHDP supplée le président en cas de vacances ou d'empêchement. Donc, les mécanismes démocratiques ont été prévus. Il sera élu ou sera nommé ce premier vice-président? Non, le premier vice-président devient automatiquement le président du parti. Non, oui, mais le premier vice-président, il sera élu ou il sera nommé? Vous avez dit en cas de vacances. Il sera- en cas de vacances. Il est d'abord premier vice-président? Oui, mais il sera nommé par le président du parti. Ok. Ensuite, pour l'avenir, nous, on a confiance au président Alassane Ouattara. Je pense ce que je disais, oui, mais je c'est l'ai pas dit. la faiblesse. Oui, mais non, c'est pas une faiblesse. C'est pas une... Si on s'accorde tous sur les grandes qualités de ce monsieur, On est bien d'accord. vous pouvez bien imaginer que nous sommes tous les résultats de sa politique depuis plusieurs années. Et il a su s'entourer des cadres hyper compétents. Et donc, pour l'avenir, le président Ouattara saura nous dire, à un moment donné, la voie qu'il veut construire. D'ailleurs, c'est lui qui nous a proposé Amadou Gon Coulibaly en 2020, qui a été adoubé par la quasi-totalité des militants du RHDP. Donc, on a une totale confiance au président Ouattara. Et donc ça, je souhaite que cette préoccupation ne soit plus démise. Maintenant, sur La cooptation. sur la cooptation, vous avez remarqué que le RHDP, c'est quand même la synthèse de plusieurs figures, de plusieurs courants politiques. Vous avez trouvé au sein du RHDP des gens de droite, des gens de gauche. À l'origine, c'est un grand parti de rassemblement. Mais nous sommes d'abord oufouettistes. Et vous savez que depuis 2018, lorsque l'alliance avec le président Bédié s'est estompée, mais en dépit du fait qu'au mois de juillet, on avait de part et d'autre constaté l'échec de cette alliance, le président Ouattara a poursuivi les échanges. Je peux vous révéler qu'avant la mort du président Bédié, des contacts informels étaient déjà établis. Bédi l'avait même dit. Le président Bédié l'a dit, mais des contacts informels avaient été établis pour que nous puissions nous retrouver. Je pense que ce qui nous unit avec le PDCI est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Et donc, que ce soit maintenant ou après les élections, nous devons nous retrouver. Très bien. Ce pays, nous l'avons stabilisé ensemble. Et le président Ouattara croit au rassemblement, et surtout des enfants d'Oufoué, et même au-delà. Et je pense que tous les gens du PDCI qui croient en cette Côte d'Ivoire nouvelle, bâtie sur des fondamentaux solides, et qui pensent que nous pouvons faire chemin ensemble, le président Ouattara leur ouvre le bras. Merci beaucoup, Mamadou Touré. Je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint du RHDP, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.